Allons plus loin qui continue avec notre grand débat Zoom ce soir sur les annonces du jour pour le monde de la culture. À l'issue de sa rencontre avec les acteurs du secteur, Roselyne Bachelot a fait 3 annonces. 20 millions d'euros supplémentaires pour l'emploi artistique, accès aux droits maternité et maladie pour les intermittents qui n'auraient pas fait assez d'heures, fonds d'urgence abondé de 10 millions d'euros. Est-ce que ça suffira à apaiser la colère des intermittents qui occupent toujours plusieurs théâtres du pays depuis quelques jours? C'est loin d'être certain parce que leur détermination, elle est sans faille. C'est ce qu'ont pu constater nos journalistes Sandra Cerquera et Gaspard Flamand qui se sont rendus devant le théâtre de l'Odéon à Paris. Chaque jour à 14h, les occupants organisent l'Agora du théâtre de l'Odéon. Occupons les lieux de culture pour converger. Occupons tous les lieux où nos vies se décident pour se réapproprier notre avenir. Occupons l'Odéon! Une semaine d'occupation et un mouvement qui prend de l'ampleur dans les théâtres de France. À l'intérieur, la mobilisation se structure pour que la contestation devienne nationale. Mise en place de commissions, organisation d'assemblées générales, les intermittents, à l'image de Louise, se disent déterminés à rester tant que les réponses du gouvernement manqueront. La visite de Roselyne Bachelot le week-end dernier ne les a pas rassurés. Elle nous a donné plein de belles paroles, un soutien théorique. Voilà, c'était très joli, mais ça nous apportait absolument rien. Ils réclament le prolongement de l'année blanche pour les intermittents qui n'ont pas pu faire leurs heures à cause des fermetures. Sans prolongation, un tiers d'entre eux se retrouveraient sans revenu fin août. Une situation inacceptable pour Valérie, occupante de la première heure. L'année blanche, ça fait que j'ai 1400 balles par mois. Donc effectivement, je paye mon loyer parce que j'ai la chance d'avoir un loyer très petit. Mais il y a énormément de gens qui ont été laissés sur le carreau à ce moment-là. Autre principale revendication, la réouverture des lieux culturels au public avec des dispositifs adaptés et le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Ce que nous demandons pour les travailleurs précaires du spectacle, c'est évidemment la même chose quand on est extra-hôtelier, saisonnier, guide conférencier et toutes sortes de métiers qui sont touchés aussi par des interdictions et qui ont été oubliés par les mesures du gouvernement, à part des aumônes. Tous l'assurent, ils ne sont pas là que pour le monde de la culture, solidaires aussi de ceux qu'ils appellent les intermittents de l'emploi, les précaires des autres secteurs qui se retrouvent sans aucune aide à cause de la crise sanitaire. Prenez le mien, moi. Avec nous ce soir pour le grand débat d'ALPL, Jean-Michel Ribes, bienvenue. Vous êtes auteur dramatique, metteur en scène, cinéaste, acteur. Vous dirigez le théâtre du Rond-Point depuis près de 20 ans. Vous pouvez garder le chapeau, il n'y a pas de problème. Face à vous, Laurent Hénard, bienvenue. Vous êtes président du mouvement radical, ancien adjoint à la culture du maire de Nancy et vous avez présidé pendant 13 ans la réunion des opéras de France. Avec nous également, mais à distance, Sylvie Robert, bienvenue. Vous êtes sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et vous êtes l'ancienne directrice des relations publiques du Théâtre national de Bretagne. Françoise Benamou est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes professeure d'économie à l'université Sorbonne Paris-Nord, membre du Cercle des économistes et vous êtes spécialiste de l'économie, de la culture, des médias et du numérique. Merci infiniment à tous les 4 d'être avec nous. Jean-Michel Ribes, vous les avez entendus, les annonces de Roselyne Bachelot, je les rappelle rapidement. 20 millions d'euros supplémentaires pour l'emploi artistique, accès aux droits maternité et maladie pour les intermittents qui n'auraient pas fait assez d'heures et fonds d'urgence abondés de 10 millions d'euros qui passent donc à 17 millions d'euros. Vous attendiez plus ? Non, mais c'est très bien et on est un des rares pays qui fait ça. C'est insuffisant, bien sûr, mais on le fait. Le problème, il n'est pas là pour la culture. Le problème est un problème de considération. Si vous voulez, c'est comme si un écrivain, on lui disait « Vous inquiétez pas, on vous paye votre encre, on vous paye votre ordinateur, on vous paye votre papier, etc. Mais on n'éditera pas votre livre parce que s'il est édité, on va le passer de main en main. » Et ça, voilà, c'est ça qui ne va pas. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une approche de la pandémie du gouvernement qui me semble sensée enfin, c'est-à-dire qu'elle est territorialisée. Eh bien, je sais pas quoi, dans le Finistère, c'est tranquille. Voilà, on dit, bon, il n'y a pas les mêmes traitants que, je sais pas, dans les Alpes-Maritimes ou dans l'Île-de-France. Eh bien, nous, les théâtres, on est le Finistère. On est vert. Il n'y a pas eu un seul cluster, etc. Je dis ça... Il faut bien savoir qu'aucune personne de la culture, en particulier du monde du spectacle vivant, ne souhaite transmettre le virus à qui que ce soit. On est la vie, on n'est pas la mort. Mais d'un autre côté, on apporte aussi
une espèce de soutien, une espèce d'aération, une espèce d'ailleurs aux gens qui sont quand même très dépressifs. Et ça, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas arriver à prendre ça en considération. On est un peu aussi des réanimateurs. Et nous, tous, là, on est complètement à genoux. Laurent Hénart, c'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre. Hier, le sénateur communiste Ouzoulias disait dans l'hémicycle, et il interpellait Roselyne Bachelot, on l'entendra tout à l'heure, disait on siège toutes les semaines, un siège sur 3. Pourquoi avons-nous le droit de siéger? Pourquoi avons-nous le droit de nous réunir et pas dans un théâtre? On a un peu de mal à comprendre. Oui, ça c'est... Enfin, très objectivement, c'est un effet de manche un peu facile quand même. Enfin, il faut bien que... Non, c'est surtout que c'est moins drôle que ce que vous faites dans l'Assemblée nationale. Je ne fais plus rien, moi je ne suis plus député. Non, mais il n'y a pas eu de cluster au Sénat alors qu'il siège toutes les semaines. Si, il y en a eu. Non, mais d'accord. Vous savez qu'il y en a eu en plus. Oui, enfin, il y a longtemps maintenant, il y a 8 mois, 8-9 mois. Non, mais je pense que c'est... Enfin, honnêtement, c'est pas le sujet, parce que de toute façon, un confinement, forcément, emporte une décision arbitraire. À un moment donné, vous fermez certaines choses qui sont à la lisière d'autres choses que vous laissez ouvertes. Et je pense que le sujet, c'est surtout qu'avec la vaccination, avec le développement des tests, enfin moi, depuis le mois de novembre, depuis le début du deuxième confinement, je milite pour qu'on avance rapidement sur ce sujet de passe sanitaire. Pourquoi ? Parce que la vaccination, la sérologie aussi, de ceux qui ont déjà été malades et qui donc ont des anticorps, elle peut être consignée sur un petit livret. Maintenant qu'on a des tests salivaires dont on a le résultat en 10 minutes, pour ceux qui n'ont pas le vaccin, qui n'ont pas d'anticorps, on peut faire le test avant d'entrer dans la salle. Donc pour vous, ce sera la solution pour les théâtres, les cinémas, mais on ne fait rien en attendant. Mais ça devrait déjà être fait. Enfin, je veux dire, en Israël, je suis désolé, ça fonctionne. Oui, les pays nordiques le font. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on aurait pu réfléchir, mettre en place avant. Et on a le même sujet qu'avec la vaccination. Comme il y avait des Français qui étaient réfractaires à la vaccination, on a ralenti la vaccination pour tout le monde. Puis quand on a vu qu'une bonne partie des Français qui voulaient être vaccinés commençaient à râler, alors là, on a accéléré la vaccination. Et là, on retrouve le même sujet, si vous voulez. Vous avez des personnes qui ont peur de ce pass sanitaire, qui est un élément d'information, qu'on peut sécuriser sur le plan Internet et fichiers, et qui permettrait de rouvrir beaucoup plus vite les lieux. Alors Jean-Michel Ribes, et ensuite... Sinon, qu'est-ce qu'on va vous dire ? On va vous dire qu'on est en train de confiner certains départements, peut-être demain l'Île-de-France, et que dans un moment où le quart des départements pourraient être confinés, c'est peut-être pas le moment d'ouvrir. C'est ça la réponse que vous allez avoir. Jean-Michel Ribes et ensuite nos intervenants. Je suis d'accord, parce que si tout le monde était vacciné, oui. S'il y avait un flot une grande partie de la population vaccinée, alors là, ça veut dire que seuls les gens vaccinés peuvent aller au théâtre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, vous avez dit ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que soit vous avez quelqu'un qui est vacciné ou qui a des anticorps, parce qu'il a été malade. Et celui-là, c'est consigné dans son smartphone avec un dossier, avec un certificat, quelque chose. Soit vous n'avez pas le vaccin parce que vous n'avez pas voulu le faire, par exemple, ou vous n'avez pas pu, et on vous fait un test. Et aujourd'hui, des tests, moi je suis allé voir dans les écoles les tests qui sont mis en place de manière quand même importante. C'est plusieurs centaines de milliers de tests qui ont été réalisés. Ça fonctionne très bien, vous avez le résultat en 10 ou 15 minutes. Alors, donc on pourrait, soit par le test, soit par un pass sanitaire, clarifier tout ça. Nous avons deux autres intervenantes qui attendent patiemment. Françoise Benamou, le poids économique de la culture en France est quand même assez important, d'où aussi la surprise de voir un gouvernement qui tarde quand même à faire quelque chose au-delà des aides, mais pour leur permettre de rouvrir. On a du mal à comprendre. C'est étonnant ou pas? C'est paradoxal vu le poids économique de la culture dans le pays? C'est-à-dire que le poids économique de la culture, qui est à peu près 2,3% du PIB, puis ce sont 650 000 emplois, ce qui est beaucoup, c'est évidemment un point extrêmement important à prendre en compte pour le gouvernement. Mais il est clair que ce qui se passe aujourd'hui va largement au-delà de l'économie. C'est-à-dire que vous avez à la fois une faible conscience, je trouve, de la part de nos gouvernants sans doute, de ce poids économique, justement, de ce que représente la culture à la fois directement et sans doute indirectement aussi. Et puis vous avez une immense crise de confiance qui a un effet aujourd'hui de contamination dans le secteur, c'est-à-dire je pense que ça ne va pas s'arrêter là, et qui implique qu'on change de braquet. Je pense qu'il est absolument indispensable, je rejoins Jean-Michel Ribes là-dessus, d'avoir un traitement fin de la question et de passer à une autre manière de considérer les lieux culturels. Les lieux culturels ne sont pas tous dans la même situation. On aurait pu ouvrir les musées depuis très longtemps, par exemple. Pourquoi traiter la culture de manière monolithique? Et quant au théâtre, sans doute certains théâtres peuvent-ils ouvrir, soit parce qu'ils sont situés dans une région où cela est possible, soit parce que la salle est grande, soit pour d'autres raisons. Et certains proposent d'ouvrir d'abord aux scolaires et aux étudiants, et de traiter par exemple la venue des étudiants qui auraient un travail à faire à l'intérieur du théâtre comme un stage.
au moment où les étudiants manquent de stage. Et tout cela, il faut absolument venir à un traitement très fin de la situation, parce que c'est absolument désespérant pour le monde culturel ce qui se passe aujourd'hui. Sylvie Robert, on voit qu'il y a une rupture de confiance entre les acteurs du monde de la culture et ce gouvernement. Pourtant, on peut difficilement soupçonner Roselyne Bachelot de ne pas aimer la culture ou Emmanuel Macron de ne pas aimer la culture. Vous y comprenez quelque chose, vous ? Écoutez, je pense que ça fait 1 an maintenant que tout est à l'arrêt. Il y a eu une petite ouverture en début d'automne et on a bien vu d'ailleurs que les protocoles sanitaires étaient très bien respectés dans ces salles quand on allait au musée, sur les réservations ou alors dans des cinémas. Je pense qu'il y a une confiance qui avait lieu au départ et qui aujourd'hui effectivement n'existe plus, parce qu'il y a un problème de cohérence, il y a un problème de lassitude qui se transforme aujourd'hui en colère. Et je crois que les annonces qui ont été faites aujourd'hui sont de bonnes annonces. On ne va pas regretter que 20 millions soient débloqués pour aller vers les compagnies artistiques et notamment les plus fragiles. Mais on attendait de la perspective, et notamment la perspective d'ouverture, parce qu'on n'ouvre pas un théâtre du jour au lendemain. Et je crois que ce manque de perspective commence à peser vraiment dans notre société, parce qu'aujourd'hui, on sent que ce manque de culture, au-delà des impacts économiques, sociaux, et forcément a des conséquences psychologiques, voire psychiques. Et je crois que c'est ce qui donne du sens à la vie. Et aujourd'hui, notre société est non seulement dans l'impatience, mais les acteurs ont envie de rouvrir. Jean-Michel Ribes. Et c'est ça qu'on attendait aujourd'hui. Oui, il faut arrêter cette notion, ils ont envie de jouer le bac à sable, leur nombril, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, si vous voulez, moi, ce que je réclame, et d'ailleurs, je vous annonce que le 25 mars, au Théâtre de Rond-Point, les directeurs de théâtre vont se réunir dans le plus grand nombre, accompagnés de virologues et accompagnés de spécialistes de la santé. C'est simplement, je voudrais dire que pourquoi, ou enfin, est-ce qu'on peut analyser les choses, parce qu'on n'est pas simplement des danseurs ou la danseuse de la République qui s'amuse. Non, il faut simplement analyser ce qui se passe. Or, ce qui se passe, comme l'a dit Madame, les conditions sanitaires des théâtres sont extraordinairement respectées. Il n'y a pas de danger. Vous seriez prêt à rouvrir malgré les interdictions ou pas ? Alors, je vais vous dire, ça, c'est une vraie question. C'est une question à laquelle je pourrais répondre que solidairement avec tout le monde. Mais on en parle. On en parle parce qu'il y a un moment, si le corps médical, enfin en tout cas les infectiologues, les virologues, le conseil scientifique, je vous rappelle que M. Delfraissy a quand même dit « j'ai jamais demandé que ce soit fermé ». Bon. À partir de ce moment-là, si tout le monde se dit « ça va, on y va », en effet, peut-être qu'il y aurait un effet de souffle qui permettrait en même temps peut-être de soulager Roselyne Bachelot, parce que comme ça, ce serait fait. Elle n'aura pas besoin de dire « je vous ai autorisé ». On lui prendra... Vous forceriez la main de Roselyne Bachelot. Oui, on la dégagera de cette responsabilité. Elle pourra continuer à dire qu'elle aime les artistes au cœur sur la main. Et je pense que là, il y aurait en tout cas une preuve de 2 choses. 1, que ce n'est pas dangereux, et 2, que le public a envie de ça. Je vous assure. C'est pas pour, mais je vous assure, je dis moi simplement à l'aune du Théâtre du Rond-Point, c'est insensé les lettres, les téléphones qu'on reçoit, etc. Parce que vous avez parlé de Roselyne Bachelot, elle a effectivement été interpellée au Sénat hier par l'élu communiste Pierre Ouzoulias lors des questions gouvernement, et c'est quand même assez vigoureusement que la ministre a voulu faire une mise au point. Je voudrais qu'on l'écoute quelques secondes et je vous fais réagir après. La pandémie continue à toucher durement notre pays et l'Europe. Les lieux culturels sont fermés, les lieux de spectacle sont fermés pour 85% des citoyens européens, parce qu'on mène en Europe une politique de prévention. Dans aucun pays européen, dans aucun pays du monde, on ne soutient le monde de la culture comme on le soutient dans notre pays. Françoise Benamou, c'est assez clair quand même. La ministre est en train de dire à tous les intermittents, tous les acteurs de la culture, en gros, vous n'êtes pas si mal lotis que cela.
Mais c'est pas faux, ça, on a un soutien public économique. La question est, est-ce que les salles peuvent ouvrir dans les conditions tout à fait précises qui seraient données par le corps médical? Et il y a eu des études qui ont été faites. Il y en a eu, par exemple, en Allemagne, qui montrent effectivement très clairement qu'il n'y a pas de risque. Donc, il faut ouvrir sans doute à certaines conditions, mais on ne peut pas continuer comme ça parce que vous cumulez plusieurs crises. Vous avez une crise économique à proprement parler, une crise sectorielle. Vous avez aussi une crise générationnelle, c'est-à-dire les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi culturel et qui n'ont ni stage, ni lieu où aller, etc. Et puis vous avez cette crise à proprement parler vraiment culturelle, là, cette fois-ci, c'est-à-dire nous avons tous envie et besoin de culture et ça n'est pas de l'ordre du caprice. Alors que ce qui peut être fait soit fait. C'est vrai qu'on ne peut pas faire des concerts debout, serrés dans une salle, mais il y a des tas de choses que l'on peut faire. Et donc, je reviens sur cette idée de traitement fin. Et par ailleurs, c'est vrai, le gouvernement fait beaucoup de choses. Il a dégagé de l'argent dans le cadre du plan de relance avec des mesures à la fois spécifiques et des mesures qui sont celles de toute l'économie mais qui peuvent s'appliquer à la culture. Donc on a les deux catégories de mesures. Il y a eu l'année blanche pour les intermittents et qui sera évidemment prolongée. Donc beaucoup de choses sont faites, mais ça n'est pas qu'une affaire strictement économique. Ça veut dire que Roselyne Bachelot prend le problème par le mauvais bout quand elle rappelle aux intermittents qu'ils ont quand même des aides que personne d'autre n'a ailleurs en Europe. Non, ce qu'elle dit, c'est que... Elle dit ça. Non, ce qu'elle dit, c'est que les mesures sont prises pour que la ressource ne disparaisse pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle tient un propos qui est un propos de raison, qui est de dire, parce que nous avons des aides, parce que nous prolongeons l'intermittence, la ressource artistique du pays et sa ressource culturelle ne va pas disparaître. Mais elle passe à côté, je pense, d'un sentiment, là je rejoins ce qui a été dit, du grand public, des gens, pour qui aller au spectacle, aller dans un musée, rencontrer des artistes ou voir des œuvres d'art, c'est aussi fondamental que faire du sport ou que pour les enfants et les jeunes, aller à l'école. On a laissé les écoles ouvertes. On a essayé de maintenir un peu de pratique sportive, même pendant le premier confinement. À l'époque, j'étais maire de Nancy. Il était beaucoup plus strict que ce qu'on a connu aujourd'hui. Mais on avait, vous savez, cette heure où on devait aller courir. D'ailleurs, c'était assez compliqué à interpréter pour la police nationale et la police municipale. Et pour les gens, la culture, c'est au moins aussi important que ça. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le pouls de l'opinion. Il y a la raison qui dit, nous avons des dispositifs d'aide, nous allons passer le gué, la ressource ne va pas disparaître, certes, mais il y a aussi les sentiments et puis le sentiment d'impatience. Et la deuxième année blanche. Et la deuxième année blanche, pourquoi ne pas l'annoncer? Pourquoi tarde-t-elle à l'annoncer alors qu'a priori, il n'y a pas le choix? Je pense que... Vous seriez pour? Oui, mais de toute façon, je pense que ça se fera. Enfin, je veux dire... Le quoi qu'il en coûte ayant été la ligne directrice d'entrée dans la crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte prévaudra jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Alors pourquoi ne pas rassurer les intermittents tout de suite? Mais je rejoins ce qui a été dit pour connaître des intermittents, parce que comme vous l'avez dit, je me suis occupé d'opéra, je me suis occupé de théâtre, j'étais adjoint à la culture, je garde beaucoup d'amis évidemment dans ce milieu merveilleux. Pour connaître beaucoup d'intermittents, le sujet pour eux, c'est pas seulement la prolongation du régime, enfin plutôt... De la séquence blanche dans le régime. Le sujet pour eux, c'est à un moment donné, quand est-ce qu'on retravaille? Enfin, quand est-ce qu'à un moment donné, on retrouve le public et quand est-ce qu'on rend notre service? Vous disiez, M. Hénard, ça garantit la ressource. C'est vrai et c'est pas vrai. Ça garantit la ressource financièrement. Oui, je l'ai. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui craquent, il y a des gens qui en peuvent plus. Mais c'est ce que je suis en train de dire. La ressource de création, la créativité, la culture, c'est aussi une art. Moral. Oui, c'est aussi le moral. C'est aussi quelque chose qui diffuse. C'est viscéral, c'est ce qu'ils ont en eux. Oui, mais ce que vous avez, ça diffuse sans arrêt, que ce soit dans les conversations, partout, ça diffuse dans la société. Vous l'aviez pour les écoles. Moi, je me souviens des professeurs des écoles, quand on a rouvert les écoles au mois de mai, enfin, quand le ministre Blanquer a pris cette décision, mais en tant qu'élu, moi, j'y étais favorable. On avait beaucoup de professeurs des écoles qui étaient heureux de retrouver leur école. Donc, c'est tous ces métiers de l'humain, et l'artiste est au cœur d'un métier humain, a besoin du contact. Et puis, il y a vraiment, Roselyne Bachelot, je trouve qu'elle exagère quand elle dit tous les pays d'Europe font comme nous, c'est le blackout pour les salles de spectacle, etc. D'abord, c'est pas vrai. En Espagne, c'est ouvert. Au Luxembourg, c'est ouvert. Et alors, si on était les seuls, la Tour Eiffel, elle est nulle part ailleurs, elle est en France. Donc on peut inventer des choses. Et on est les seuls à pas confiner pour l'instant. Ouais. Mais je veux dire, on peut aussi inventer des choses. C'est parce que tout le monde fait comme ça qu'on doit faire comme ça. C'est un petit peu notre gloire nationale. La Révolution française, on a été les premiers à la faire. En France, mais même la Révolution tout court. Donc je veux dire que c'est pas un argument, ça. Alignons-nous? Non. Inventons. Sylvie Robert. Oui,
Écoutez, moi je suis d'accord avec les propos de Jean-Michel Ribes. Je crois que ça va au-delà des aides économiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une telle attente dans notre pays qu'on peut imaginer des protocoles qui sont extrêmement adaptés à la fois au territoire, aux lieux. Les directeurs de lieux, les professionnels sont extrêmement responsables. Ils l'ont démontré. Et je vais vous dire une chose, je fais partie de la mission d'information sur les impacts Covid, notamment dans le cadre de la culture. Et nous avons auditionné Monsieur Flau, Antoine Flau, qui est épidémiologiste et qui est donc en Suisse. À ma question sur les festivals en plein air, par exemple, pour l'été prochain, où là aussi, notamment en jauge debout, il y a peu de perspectives. Il a répondu qu'à partir du moment où il y a les masques, comme c'est en plein air, les études récentes ont montré qu'il n'y a pas un problème de contamination très importante qui peut être à l'œuvre dans ces festivals. Donc, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui que la ministre donne un peu d'espoir, de perspective et surtout dise eh bien voilà, on a besoin que les lieux, que les projets renaissent parce que c'est une réalité, notre pays en a besoin et tout le monde se met au travail pour réouvrir. Et j'ajoute au passage que le professeur Com avait sur ce plateau... je peux vous dire que les collectivités territoriales, tous les acteurs seront au rendez-vous et les responsables culturels aussi. Et le professeur Com, sur ce même plateau, avait dit il faut rouvrir les salles de spectacle et les salles de sport. Le professeur Com, je l'ai eu au téléphone il y a 2 jours, il vient nous soutenir dans cette réunion. Parce que, n'est-ce pas de dire oh, c'est beau, la culture, on en a besoin, c'est important. Oui, d'accord, ça tout le monde le sait. Mais maintenant, il faut être raisonnable et logique. Il faut analyser. On analyse comme autre chose et on analyse chaque problème qui existe. Et à ce moment-là, rationnellement, médicalement, sanitairement, on verra que la logique sanitaire ne peut pas nous être appliquée. Je voudrais qu'on se projette un tout petit peu parce que l'inquiétude ne porte pas uniquement sur le ici et maintenant, mais il porte aussi sur l'après-Covid. Beaucoup d'angoisse pour l'après-Covid. La crise ne sera pas terminée dès qu'on sera tous vaccinés et dès qu'on rouvrira tous les établissements. C'est ce qu'a exprimé il y a quelques jours Elisabeth Bouchot, que vous connaissez peut-être, qui est directrice du théâtre La Reine Blanche à Paris. Elle était notre invitée dans le dernier numéro de Dialogue Citoyen il y a quelques jours. Écoutons-la. Je suis inquiète pour l'après, à vrai dire. Parce que, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, l'économie d'un théâtre, surtout d'un petit théâtre parisien comme celui de la Reine Blanche, ne repose pas uniquement sur la billetterie, loin de là. Il repose aussi sur la vente de dates de tournée de nos spectacles en production. Et ça, il faudra que nous soyons aidés, même après la réouverture. Françoise Benamou, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui, les difficultés du moment, mais l'après-Covid, il faudra absolument que les aides continuent ? Oui, au moins pour un temps, parce que c'est vrai que le théâtre, c'est pas simplement aujourd'hui, c'est-à-dire on programme pour 1 an, pour 2 ans, etc. Donc il y a 2 sujets. Il y a déjà le sujet des œuvres qui n'ont pas été jouées et dont certaines seront peut-être jamais jouées. Et puis, d'autre part, il y a l'équilibre économique des salles. Deuxième chose, c'est-à-dire que si on rouvre, mais avec des jauges dégradées, à ce moment-là, l'équilibre économique sera plus difficile à trouver. Il faudra peut-être jouer encore plus avec tout ce qui est recettes dérivées et toutes les difficultés que ça peut comporter. Enfin, 3e élément, l'ensemble des tournées qui permettent de constituer l'équilibre sur une année. Et par exemple, voyez-vous, un festival comme Avignon et notamment le Off a une extrêmement grande importance pour les compagnies parce que c'est une sorte de marché du théâtre qui va leur permettre de trouver un certain nombre de dates et de trouver leur équilibre. J'espère qu'Avignon se tiendra cette année. Si ça ne se tenait pas, ce serait une catastrophe. Donc voilà, l'après n'est pas encore écrit, loin s'en faut. Si on est très concret, cette aide, elle devrait se poursuivre sur combien de temps, une fois que les théâtres auront rouvert, d'après vous ?
Tout dépend de l'épidémie. C'est-à-dire que si la vaccination est vraiment quasi généralisée et qu'on arrive à sortir de l'épidémie, à ce moment-là, très vite, on pourra retrouver cet équilibre, disons. Il faudra sans doute quelques mois ou une année. Si ça continue de manière larvée avec des stop and go, là, je ne sais pas quoi dire, tellement la catastrophe serait devant nous, mais je n'y crois pas. J'espère qu'on va s'en sortir à la faveur de la vaccination. Laurent Hénard ? Oui, de toute façon, ce qui a été dit est vrai, c'est-à-dire que vous mettez un temps à produire le spectacle, vous le donnez dans votre théâtre, et en plus, il tourne après, et ça fait une recette qui rentre dans l'économie générale de votre spectacle. Donc, je ne vois pas comment on ne pourra pas avoir une saison complète avec des dispositifs de soutien. Le temps que le système se réamorce, parce que généralement, vous produisez, vous répétez, vous produisez dans votre théâtre et après il tourne. Donc vous voyez, tout ça quand même, ça couvre sans problème facilement une année. Donc je pense qu'il faudra une saison où l'État, mais au cas par cas, ça va demander à être rapproché du terrain par les services régionaux, puisse suivre les choses. Mais il y aura besoin d'une saison accompagnée pour qu'on retrouve des équilibres. Ça se prépare du côté de la majorité, ça ? On pense déjà à l'après-Covid ? C'est une bonne question que vous me posez. Oh, vous êtes mieux placé que nous tous ici pour le savoir. Je l'espère pour eux. Je sais que Roselyne Bachot, en tout cas, connaît bien l'économie du spectacle. Enfin, on sait qu'elle aime la musique, qu'elle aime le théâtre, voilà. Donc cet aspect du cycle. Aimer et s'y connaître en économie. Beaucoup de gens ont a priori de l'instantané sur la culture. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas des métiers, il n'y a pas de formation, ça s'apprend pas, ça se répète pas. Voilà, on arrive, on fait le truc, on s'en va. C'est pas du tout ça. Ce sont des métiers qu'on apprend, qu'on transmet, qu'on travaille. C'est du travail collectif qu'il faut assembler. C'est de la technique, beaucoup, c'est vrai. Et ensuite, c'est une véritable économie, comme ça vient d'être présenté. Une fois le spectacle produit dans un lieu, on essaye de le faire tourner pour le partager, mais aussi, bien sûr, pour lui trouver des cofinancements. Ça, au moins, elle connaît cette réalité de l'économie du spectacle. Oui, il y a quand même une question très importante, c'est que si les salles peuvent se remplir complètement. C'est-à-dire que si on peut avoir des jauges pleines, ça, quand même, ça aidera par rapport au fonctionnement du théâtre. Parce que, quand même, moi, je crois beaucoup à une chose. Quand même, nous, on est un vrai virus. La culture, c'est le virus de la joie. Et il faut que ce virus se répande énormément et les gens en ont besoin. Il y a un moment... les gens, ils vont venir, ils en ont besoin comme on a besoin de boire, comme on a besoin de boire. Et ça, c'est quelque chose qui va non seulement faire donner d'une espèce d'état de morale qui va remonter, mais surtout économiquement, ça va jouer beaucoup. Et je crois que ça aussi, c'est un point important. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il va falloir un soutien, notamment dans tous les théâtres de région qui, en général, achètent des tournées, etc., pour que les tournées puissent se faire. Parce que s'ils sont à genoux eux aussi, ça va être difficile, ça va être compliqué. La tournée, aujourd'hui, c'est un élément constitutionnel de la production. Il n'y a pas un seul spectacle qui se monte en disant on va s'en sortir en faisant une exploitation normale à Paris, à Lyon ou à Marseille. C'est la tournée qui booste le budget. Le théâtre que vous dirigez est en danger ou pas ? Oui. C'est-à-dire ? Il est en danger à deux endroits. Il est en danger d'abord parce que on fait répéter plein de gens, on fait des podcasts, etc. Il est en danger parce que je dois dire que depuis 20 ans, j'ai eu la chance d'avoir une équipe extrêmement motivée, très autour de moi, qui, voilà, c'est leur histoire, c'est leur vie, etc. Et là, il y a un côté un tout petit peu quand même de dépression. On en a marre, ils n'ont plus envie, on n'a plus envie de venir. Ça, c'est un premier point qui est non négligeable parce que ça fait partie de l'énergie de la création. Et la deuxième chose, c'est parce qu'à force de annuler les spectacles, de les reporter dans des endroits qui sont dans des moments qui sont déjà programmés, etc., il y a un moment où tout va s'écrouler. On est sans arrêt en train d'essayer de faire du Rubik's Cube toute la journée. Puis à un moment, ça ne marche plus et tout tombe. Il y a des pièces qui ne se joueront pas ? Bien sûr. Il y a des pièces qui ne se joueront pas. Il y a des pièces qui sont reportées jusqu'en 23. Mais est-ce qu'en 23, les acteurs auront envie de faire ça ? Il y a des pièces qui s'embouteillent les unes sur les autres. Il y a des pièces, je ne citerai pas le nom, mais des acteurs très connus en larmes qui m'ont appelé en disant « S'en supplie, fais-nous... » Je dis « Oui, je veux bien, mais qu'est-ce que c'est pas moi qui décide ?» Tu vois, il y a une espèce, au bout d'un moment, il y a une espèce de névrose générale, d'affliction et une espèce de sentiment de dire « Bon, bah, c'est foutu, on arrête, on en a marre, mais on arrête quoi et on va où ? On ne sait pas. » Si vous voulez, un acteur, un metteur en scène, un auteur, les auteurs n'ont aucune protection.
Aucune protection. Les auteurs, à part la SACD qui, je crois, maintenant met un fonds de soutien qui les aide, mais les auteurs sont des gens totalement démunis. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'intermittent du spectacle. Et c'est quand même le pétrole du théâtre. C'est eux qui inventent les choses. Non, si vous voulez, il y a un moment, on va être à plat et on ne pourra pas du jour au lendemain ouvrir un petit restaurant ou faire une usine de radiateurs. Et l'alerte est lancée ici sur ce plateau. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé au grand débat d'ALPL. C'est donc la fin de cette émission. Je vous retrouve lundi à 18h et à 22h pour un nouveau numéro. Et puis demain, vous retrouvez Bonjour chez vous dès 7h30 comme tous les jours. Mais cette fois, attention, matinale spéciale délocalisée à Toulouse. Oriane Mancini recevra notamment Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.